Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Live Solidarité CJD. C'est le deuxième épisode. Depuis vendredi dernier, on essaye toutes les semaines, 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi, de vous informer sur l'actualité du Covid-19 et sur vous, chefs d'entreprise, dirigeants, qui avaient plein de difficultés, plein de questions, plein d'interrogations, plein d'angoisses aussi sur cette question du Covid-19. Et donc avec le CJD, le Centre des jeunes dirigeants, on va essayer toutes les semaines de vous apporter des réponses, des solutions, parce que vous avez plein de questions. Et donc sur le Facebook Live, vous allez pouvoir, la page Facebook du CJD, vous allez pouvoir nous poser toutes les questions, on va essayer d'y répondre. Ce matin, un thème compliqué qui va forcément vous occuper, vous dirigeants, dans les prochaines semaines, c'est celui de la reprise de l'activité ou de la continuation de votre activité. Alors pas pour les salariés qui seraient en télétravail, mais pour les salariés qui physiquement se rendraient sur leur lieu de travail. On se pose plein de questions sur la santé et la sécurité de vos salariés. Et donc, ça va être l'objet de ce Facebook Live pendant cette matinée, donc pendant 1 heure, avec 4 intervenants, 2 chefs d'entreprise, l'un qui a arrêté son activité, qui aimerait la reprendre, et l'autre qui a continué cette activité, et puis 2 experts, un médecin du travail et puis une consultante santé-sécurité, qui donc vont pouvoir répondre à toutes vos questions. Je vous propose sans tarder de faire tout de suite un tout petit tour de table, alors tour de table virtuel, pour vous présenter qui est là ce matin. Bonjour Catherine. Bonjour Stéphane. Alors Catherine, d'où est-ce que tu nous parles et qui es-tu? Alors je suis vice-présidente du CJD, mais aussi directrice générale des établissements CROM, qui est une entreprise qui fabrique des chapeaux et des casquettes dans le Tarn-et-Garonne. Et je vous parle de mon salon parce que nous avons, et on en reparlera tout à l'heure, maintenu l'activité, et je serai extrêmement dérangée pour avoir ce moment avec vous au calme dans l'entreprise. Merci Catherine. Sylvain Genova. Bonjour. D'où est-ce que tu nous parles, Sylvain, et que fais-tu dans la vie dans ton entreprise? Alors, bonjour à tous. Je vous parle de mon salon. Je suis chez moi, donc vous pouvez voir des enfants passer derrière. Je les ai parqués dans un coin, mais bon, on ne sait jamais. Et j'ai une activité. Moi, je suis dans le BTP. Je travaille dans le second œuvre de l'habitat. J'ai une entreprise d'une vingtaine de salariés qui travaillent sur tout ce qui est fermeture et occultation. Donc, nous sommes vendeurs et installateurs qui travaillent sur des chantiers de poste chez le particulier et le professionnel. Et nous avons fermé depuis la semaine dernière, lors du début du confinement. Christophe Rogier, médecin du travail. Bonjour Christophe. Bonjour, moi, je suis Bonjour médecin. Christophe. Je suis JD depuis 2014, lorsque je dirigeais l'Institut Pasteur de Madagascar, 500 personnes. Puis après, j'ai co-dirigé le service de santé des armées, donc 15 000 personnes. Et maintenant, je suis redevenu médecin du travail pour justement développer une activité en prévention. Et voilà, je suis en ligne depuis Bagneux, depuis mon cabinet. Alors, on peut voir d'ailleurs, grâce à toi, sur le côté à droite, on peut vérifier sa vue en même temps qu'on écoute ce live. Donc, n'hésitez pas à vérifier que vous avez de bonnes lunettes et que vous voyez bien. Dora Candido, tu es avec nous aussi. Tu es experte en santé et sécurité au travail au sein du cabinet Technologia. Bonjour Dora. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, raconte-nous, où est-ce que tu te trouves actuellement et parle-nous de ton métier, où est-ce que tu te trouves actuellement? Alors, moi, je suis dans mon garage que j'ai aménagé en bureau pour ne pas parquer mes enfants, mais me parquer moi quand je travaille. Et donc, je suis experte en santé sécurité au travail pour le cabinet Technologia. Je suis ergonome et psychologue du travail, ce qui me permet d'intervenir sur la prévention des risques professionnels, aussi bien sur le volet santé mentale que sur le volet santé physique. Super. Écoutez, merci à tous de votre présence pour ce live. On va commencer avec toi, Catherine. Un petit témoignage. Donc, ton entreprise fabrique des chapeaux. Tu as continué l'activité parce qu'on sait qu'actuellement, on a tous besoin énormément de chapeaux. Donc, c'est normal que tu continues ton activité. Pourquoi est-ce que tu as continué cette activité et quelles questions tu t'es posées compte tenu des difficultés sanitaires et de sécurité qu'on connaît aujourd'hui? Alors oui, nous avons continué l'activité, déjà parce que nous sommes effectivement, on n'a pas forcément besoin de chapeau et casquette, mais il nous paraît de notre responsabilité à nous de pouvoir garantir dès la reprise après cette crise que nous vivons, la reprise de l'ensemble de nos clients. Parce qu'évidemment, nos clients aujourd'hui n'annulent pas forcément les commandes, mais les reportent pour une date à voir. Et on se dit que s'ils n'ont pas, eux, de quoi remplir leurs magasins,
et ben forcément, la crise sera encore plus marquée. Donc nous, on a la chance d'avoir 7000 m² pour une petite quarantaine de personnes. Donc il n'y a absolument aucun souci pour faire travailler nos salariés dans des conditions sanitaires sûres, avec des espacements parfois de presque 10 mètres, bon, parfois plus serrés, mais si les personnes sont plus serrées, ils sont aussi plus protégés. Et puis aussi, on a décidé de continuer parce qu'on a été sollicité via la fédération de l'habillement pour fabriquer des masques, puisque, comme vous le savez, il y a un gros manque de masques actuellement. Et donc, nous avons mis en place une activité parallèle. Donc, on a commencé la semaine dernière par des prototypes qui sont partis au gouvernement pour test. Et là, on commence en train de produire et en parallèle d'essayer d'optimiser notre prototype. Donc, voilà un petit peu toutes les questions. Alors, c'est un peu compliqué parce Alors, qu'effectivement, il faut y aller, quoi. on va en reparler. Merci Catherine. Sylvain, alors Sylvain, je crois que tu vas changer de casque parce que les internautes nous disaient qu'on t'entendait pas bien. Est-ce qu'on m'entend mieux là? Non. Voilà, donc là je pense qu'on va mieux t'entendre. Super. Sylvain, présente-nous. Alors toi, tu as une activité qui s'est arrêtée, que tu aimerais redémarrer. Raconte-nous le cadre dans lequel tu te trouves. Alors en fait, suite au discours du président de lundi dernier, moi j'ai compris en tant que chef d'entreprise et mes salariés ont compris la même chose, qu'il fallait qu'on arrête de travailler. Donc on a mis la société en arrêt complet. On a décidé suite à ça de potentiellement regarder des actions à mettre en place au sein de l'entreprise pour pouvoir essayer de rouvrir. Et vous voyez, 10 jours après, nous n'avons toujours pas rouvert parce que tout simplement, on en parlera après, il est très compliqué dans mon métier de mettre en place les mesures barrières qui sont proposées par le gouvernement pour pouvoir mettre à la fois mes clients en sécurité et mes salariés en sécurité au niveau du virus Covid-19. Donc aujourd'hui, nous sommes toujours en arrêt, nous sommes toujours dans la recherche de solutions pour pouvoir rouvrir, mais nous n'avons toujours pas rouvert. Est-ce que c'est facile de dire à ses salariés il faudrait qu'on rouvre quand on monte des portes, pas des portes, des fenêtres, quand on installe des stores? Quelle est la réaction des salariés entre l'envie de rester confiné, la peur du coronavirus et l'inquiétude du chef d'entreprise qui dit ouais, mais il faudra bien qu'on bosse parce qu'il y a aussi la pérennité de l'entreprise qui est derrière? C'est tout à fait dans la situation dans laquelle on est. Ça veut dire que aujourd'hui, la vocation d'une société, c'est quand même de tourner, de ramener du chiffre d'affaires pour pouvoir payer les salaires et pour pouvoir faire tourner la société. Et on se retrouve dans une situation où les salariés ont peur pour leur santé et se retrouvent aussi dans une atmosphère globale à travers les discours du gouvernement qui les mettent un petit peu dans une situation où ils ne savent pas s'ils doivent continuer ou s'ils ne doivent pas continuer, parce que les messages ne sont pas très clairs. Et à côté de ça, le chef d'entreprise qui, lui, a qu'une seule quand même vocation, c'est de rouvrir sa société pour pouvoir la faire tourner et pour pouvoir la pérenniser, quoi. Dora, je me tourne vers toi. J'imagine qu'il est plus facile de faire tourner une entreprise quand on va produire des masques, quand on produit des chapeaux et qu'on va produire des masques, quand on installe des fenêtres, parce que le sens du travail paraît plus évident dans un moment comme celui qu'on vit aujourd'hui. Est-ce que cette motivation, ce sens du travail, pourquoi j'irai travailler, est-ce que c'est très important pour un dirigeant de réfléchir à cette dimension-là quand il va falloir rouvrir une activité? Oui, bien sûr, surtout dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, où effectivement, il y a cette sorte d'injonction paradoxale, avec d'un côté le gouvernement qui met en place des mesures de plus en plus drastiques tous les jours. On l'a vu encore hier soir avec de nouvelles mesures, notamment par exemple la fermeture des marchés de produits frais, sauf exception si c'est le seul moyen pour pouvoir se fournir en produits frais. Et à côté de ça, un autre discours qui dit néanmoins, si vous ne pouvez pas faire de télétravail, l'idée, ce n'est pas d'arrêter le travail, il faut continuer à travailler. Donc effectivement, il y a cette sorte d'injonction paradoxale où d'un côté, on dit attention, on est dans une situation très grave, et de l'autre, il faut continuer à travailler. Mais si je vais travailler, alors donnez-moi du sens, parce que en fonction de l'activité que je fais, je ne sais pas pourquoi je vais aller travailler, si ce n'est peut-être me mettre en risque. Est-ce que ma vie est moins importante qu'un autre? Enfin voilà, il faut vraiment donner du sens pour que les gens comprennent si leur activité n'est pas une activité question de vie ou de mort
comme celle des médecins, par exemple, qu'ils comprennent pourquoi est-ce qu'ils vont travailler. Est-ce que c'est justement, comme le disait Catherine, pour sauver l'entreprise? Est-ce que l'entreprise pourra passer la vague ou ne pourra pas passer la vague si on ne retourne pas au travail? Est-ce qu'il y a d'autres solutions à mettre en place? Je ne sais pas, le chômage partiel. Est-ce que toutes les solutions ont été analysées? Après, c'est vrai que c'est difficile aussi pour les dirigeants aujourd'hui qui sont face à un gouvernement et à un contexte qui est inédit et qui, tous les jours, amène de nouvelles réglementations. Donc, le dirigeant, il doit se poser les questions de la prévention pour ses salariés. Comment est-ce qu'il va assurer la pérennité de son entreprise? Quelles sont les solutions qui s'offrent à lui? Analyser l'évolution réglementaire, ça fait beaucoup de choses à digérer et à analyser pour savoir quoi faire. Christophe, sur cette question de la motivation, du sens du travail, qu'est-ce que toi, en tant que médecin du travail, tu as envie d'ajouter sur ce sujet-là? Alors, je dirais que le sens du travail et l'activité du travail, donc il y a des côtés risqués qui ont été évoqués, ça, oui, c'est bien perçu comme ça, mais le travail aussi, c'est bon pour la santé, globalement, pour la santé psychique, pour la santé physique, pour pouvoir se nourrir, pour les relations sociales, c'est vraiment important. Donc, dans cette ambivalence et dans ce conflit psychique qu'il peut y avoir chez les dirigeants et chez les employés, il y a bien ça aussi. C'est qu'on a besoin de travailler pour vivre, pour satisfaire des besoins sociaux. Je dirais que pour pouvoir assurer et assumer cette fonction-là, eh bien, face à tout risque, eh bien, il faut aussi trouver les mesures, comme disait Dora. Et ça, c'est une responsabilité des services de santé au travail. Moi, c'est ce que je fais tous les jours, en général, mais je fais aussi encore plus particulièrement en ce moment là pour les 400 entreprises dont j'ai la charge, pour essayer de trouver des solutions pratiques à la prise de risque. En fait, cette notion de prise de risque, quel est-il? Donc, à nous de le caractériser, de le prendre calmement, d'analyser calmement les situations et de trouver des solutions très pratiques au risque. Et ça fait partie du travail habituel de tous les services qui s'occupent des services de santé au travail, des services qui peuvent faire de la consultance pour aider à cela, des ergonomes, pour trouver des solutions à ce genre de questions. Donc, en réalité, laisser les entreprises et les dirigeants ou les employés seuls à répondre à cette question-là, c'est oublier qu'il y a tout un tas d'intervenants qui sont en soutien des entreprises pour ça. Merci Christophe. Catherine, dans ton entreprise, est-ce que ça a été facile pour toi de maintenir l'activité? Est-ce qu'avant même de fabriquer des masques pour tes salariés, continuer à venir au travail, est-ce que ça a été difficile à mettre en place ou est-ce que ça a été assez naturel dans ton entreprise? Non, c'est compliqué tous les jours, c'est encore compliqué maintenant. C'est-à-dire que même les gens qui… alors c'est plus facile, comme le disait Dora, quand il y a du sens et je pense que nous aurions encore plus de difficultés si on ne fabriquait pas des masques en parallèle. D'ailleurs, une grande partie des salariés sont passés en production de masques plutôt qu'à leur activité normale. Par contre, c'est encore difficile parce que, pas plus tard qu'hier matin, la chef d'atelier qui fait quand même partie du comité de direction a dit qu'elle avait ressenti, l'impression de partir à l'abattoir. Donc c'est des mots forts. Après effectivement, en discutant, on comprend qu'il y a éventuellement des risques un peu chez elle. Elle est asthmatique, elle s'inquiète. Il y a quand même beaucoup de battage médiatique qui fait que les gens s'inquiètent. Alors on a beau mettre en place plein de mesures, hein, parce que j'ai parlé de l'éloignement, mais il n'y a pas que ça. Il y a des gants, il y a des masques, on en fabrique, donc c'est facile. On en a mis à disposition en premier lieu à nos salariés dès qu'on en a commencé à en fabriquer. Mais voilà, il faut expliquer, donc on passe beaucoup de temps, on les réunit pour ça dans la cour. On a de la chance, il fait beau dans le sud et puis avec un espace très grand pour leur expliquer, leur dire l'importance à la fois, Sylvain le disait, pour la pérennité de nos entreprises, parce que nous sommes une entreprise fragile, donc être dans une situation comme celle-là, c'est pas facile. Mais aussi, on explique aussi le sens, le pourquoi, les mesures, etc. Et donc, voilà, c'est quand même, ça demande de l'énergie et c'est effectivement assez usant pour nous aussi. Christophe, tu voulais réagir, tu as levé la main. Vous ne voyez pas tout parce que nous, on a un autre outil pour travailler. Christophe, tu voulais réagir à ce que disait Catherine? Oui, je veux dire, c'est tout justement, enfin, c'est vraiment important la cohésion. Enfin, moi, je prends mon expérience militaire où, pour le coup, on va vraiment pas à l'abattoir, mais au combat et on prend vraiment des risques.
comme militaire, c'est notre métier, la cohésion et la fraternité, confraternité, c'est fondamental pour y aller. Pour y aller, il faut pouvoir savoir pas être seul et savoir pouvoir compter de celui qui est à côté. Alors même si c'est à 2 mètres de distance ou 1 mètre de distance, physiquement, savoir pouvoir compter les uns sur les autres pour assurer nos sécurités, se rassurer, ça c'est fondamental. Ce qui peut manquer parfois dans notre entreprise, eh bien, c'est ça, c'est ce lien et cette cohésion. Et je pense que c'est une valeur fondamentale. Dora a évoqué ça tout à l'heure. Alors, il y a des premières questions qui arrivent, donc évidemment, on va les prendre. Je voudrais d'abord poser une dernière question à Sylvain. Sylvain, dans ton entreprise, donc tu réfléchis, tu aimerais la rouvrir. Est-ce que tu as réfléchi à ce discours, au sens que tu peux donner à ton activité et qui pourrait emporter l'adhésion de tes salariés qui diraient « ouais, effectivement, il faut qu'on aille travailler ». Alors oui, bien sûr, j'y ai réfléchi. Alors après, il se passe quand même une situation un peu compliquée, c'est que la séparation s'est fait très rapidement. Lundi, on a eu le discours du président. Mardi, les salariés sont arrivés au travail, je leur ai dit de rentrer chez eux. Et depuis, le dialogue est compliqué puisque tout le monde, voilà, on peut pas créer des Facebook, on peut pas créer des Teams ou des choses comme ça. C'est des gens qui sont pas forcément équipés. Donc, on communique principalement par mail ou par SMS. Ça m'arrive de leur donner des coups de fil, mais d'arriver à remettre du dialogue social et redialoguer avec tout le monde, organiser des réunions, sachant qu'aujourd'hui, certains sont en arrêt de travail, d'autres sont en peut-être chômage partiel quand j'aurai la réponse, que pour l'instant, je ne l'ai pas. Donc voilà, il est difficile de remettre du sens dans tout ça. Et deuxième chose, c'est que voilà, concrètement, on n'a pas un travail vital pour la nation. Poser des fenêtres, on peut le décaler à la fin du confinement. Donc arriver à trouver les bons mots pour arriver à leur donner du sens pour revenir travailler, c'est pas évident. Est-ce que tu imagines de faire le petit chef qui dirait « bon, écoutez, vous êtes sympas les gars, maintenant au boulot lundi ou sinon je vous paye pas ou je vous vire ». Est-ce qu'on peut avoir un discours de chez Fayon ou c'est absolument impossible dans la période qu'on vit? On pourrait l'avoir. C'est pas du tout comme ça que je vois le dirigeant d'entreprise, mais on pourrait l'avoir. Après, si j'avais ce discours-là, je pense que déjà j'aurais beaucoup d'arrêts de travail, j'aurais des gens qui ne viendraient pas, et après derrière, dans le long terme, la relation entre le dirigeant et ses salariés, c'est une relation, j'ai envie de dire, c'est une relation long terme qui doit se construire, qui met du temps à se construire, mais qui peut se déconstruire et qui peut se casser très rapidement. Et je pense qu'avoir ce type de discours serait vraiment pas bon. Je pense qu'il faut plutôt essayer, comme le disait Dora, d'arriver à trouver du sens, arriver à mettre en place toutes les mesures barrières et arriver à leur prouver qu'elles sont efficaces pour pouvoir les rassurer et les faire revenir dans des bonnes circonstances et dans des bonnes conditions dans la société. Alors bien sûr, on va parler de cette distanciation nécessaire, de ces gestes, de la désinfection du matériel. On va bien sûr en parler juste après. Dora, tu voulais réagir sur… Voilà, j'ai employé le mot chez Fayon. Est-ce qu'on peut être un petit dictateur dans son entreprise ou ça ne peut absolument pas fonctionner dans le moment qu'on vit aujourd'hui? Alors, je pense que c'est pas la bonne solution. En temps normal, ça ne l'est pas, donc enfin, c'est pas quelque chose en termes de management auquel j'adhère. Après, en fait, ce que je voulais surtout dire, c'est qu'il y a peut-être aussi des solutions entre deux à réfléchir. On le voit dans les échanges qu'on a et au quotidien. Il y a une sorte de paradoxe entre ceux qui doivent continuer à aller travailler, qui aimeraient rester chez eux, et certains qui sont chez eux, qui ne respectent pas finalement les règles qu'on leur demande de respecter. Et je pense que c'est aussi lié à la situation personnelle de chacun. Quelqu'un qui est aidant, qui a une personne âgée à domicile, forcément va avoir plus de réticence à se rendre à son travail que quelqu'un qui est jeune, qui vit seul et qui estime être quelqu'un qui a moins de risques finalement par rapport à ce virus-là. Donc, est-ce qu'il faut remettre tout le monde au travail ou une partie des salariés au travail? Je pense que c'est une question qui peut se poser. Et après, est-ce qu'on a analysé toutes les alternatives? Je sais qu'il y a des dispositifs de chômage partiel qui sont proposés par le gouvernement. Est-ce que c'est une option qui peut être retenue quand on est dans une entreprise où on estime effectivement que l'activité n'est pas vitale, entre guillemets? Est-ce que l'activité, est-ce que l'entreprise est éligible à ce dispositif-là? Je pense que c'est peut-être quelque chose aussi à analyser, puisque l'idée, c'est effectivement d'avoir une pérennité de l'entreprise au moment de la reprise.
Alors, je voudrais qu'on rentre, merci Dora, je voudrais qu'on rentre dans le. Il y a plein de questions très concrètes qui arrivent sur la page Facebook, donc merci, n'hésitez pas à continuer à en poser. Il y a des questions extrêmement précises, extrêmement techniques, concrètes sur comment on fait. Je vous propose de rentrer dans cette partie-là avec une première question qui est assez simple, mais la réponse sera peut-être beaucoup plus compliquée. Je me tourne vers le médecin du travail. Euh, des questions sur la désinfection des outils. Les outils peuvent se manipuler à plusieurs, on se les passe, il y a une photocopieuse, il y a des poignées de porte. Comment on fait, docteur, comment est-ce qu'on fait pour s'assurer qu'on désinfecte bien, suffisamment souvent, et qu'on désinfecte ce qu'il faut désinfecter? Bon, alors dans les mesures, enfin dans la transmission possible, c'est effectivement c'est par le toucher, par les mains que ça se passe. Et pour beaucoup, et éventuellement en direct quand on est en face à face, donc à distance courte. Il est possible que le virus puisse rester viable quelques heures ou quelques jours suivant les supports. Et il y a eu plusieurs études récentes qui donnent des indications là-dessus. Cependant, ce virus est relativement fragile, avec la plupart des désinfectants détergents, des désinfectants simples, habituels, on arrive à l'éliminer assez rapidement. Et il y a énormément de lingettes à usage unique sur le marché qui peuvent permettre de désinfecter justement les boutons de photocopieuse, les différents matériaux, ça c'est possible. Mais il est clair aussi que faire en sorte d'utiliser, deuxièmement, lorsqu'un personnel, lorsqu'il y a des matériels comme les photocopieuses ou certaines poignées de porte, ce genre de choses, où c'est difficile de nettoyer tout le temps les supports, c'est important de faire en sorte que les employés se lavent les mains ou se les passent au gel hydroalcoolique régulièrement. Les mains sont étanches au virus quand elles ne sont pas blessées, donc en fait, toucher les choses avec les mains nues, ce n'est pas un problème. Enfin, en général, en usage courant. Donc simplement se laver les mains et avoir donné au personnel des lingettes qui permettent de désinfecter les surfaces et faire en sorte, lorsque c'est possible, d'éviter de se partager trop les outils. Quand on a un ordinateur, pas avoir le même ordinateur pour plusieurs personnes. Quand on passe d'un poste de travail à l'autre, qu'il y ait à disposition des lingettes qui permettent de désinfecter l'espace de travail, le clavier et ce genre de choses, et tout ce que l'on touche régulièrement. La bonne, je ne sais pas, chaque fois que j'utilise une poignée ou que j'utilise la photocopieuse, il faudrait qu'à côté de la photocopieuse, j'ai une solution pour nettoyer cette photocopieuse après chaque usage. Une lingette, par exemple, je fais une photocopie, je prends une lingette, je nettoie et je jette. Alors ça, c'est compter sur le suivant, on peut toujours compter là-dessus, mais ça ne marche pas forcément. Simplement, savoir que le salarié que le salarié sache que lorsqu'il est allé en dehors de son poste de travail, qu'il a sécurisé lui-même avec ses lingettes, et bien qu'il repense à se laver les mains ou à se passer les mains au gel hydroalcoolique. Ça peut être une manière beaucoup plus simple, chacun étant autonome dans sa propre sécurité, et assurant sa propre sécurité, il assure aussi la sécurité des autres. Je reviens sur cette notion de cohésion et de se maintenir l'esprit de groupe. C'est important, en se protégeant soi-même, de protéger les autres et de prendre aussi comme ça. Catherine, tu voulais réagir sur cette question de la désinfection des outils de travail. Comment est-ce que tu fais dans ton entreprise? Quelles difficultés tu as rencontrées ou pas en la matière? Alors, j'ai beaucoup aimé l'exemple du photocopieur parce qu'effectivement, nous, on a simplement, alors on n'a pas pris des lingettes, mais on a un rouleau d'essuie-tout ainsi qu'un produit désinfectant. Et comme l'a rappelé Christophe, c'est largement suffisant. Et à chaque fois qu'on arrive à la photocopieuse, comme on ne sait pas dans quel état c'est, chacun donne un petit coup sur son essuie-tout, passe tout ce qui va toucher, fait sa manip et repasse après. Et donc, ça permet à la fois d'assurer sa propre sécurité parce qu'on le fait en arrivant, mais on le refait avant de partir. Voilà. Et effectivement, quelque chose, on a chacun notre poste d'ordinateur, il n'y a pas de partage d'ordinateur, mais ça arrive, on le voit dans la vie habituelle de dire, bah, tiens, je vais te montrer, on prend la souris. Et ça, c'est des choses, et c'est des réflexes qu'il a vraiment fallu enlever. Et donc, en fait, il y a des produits désinfectants qu'on a mis un peu partout dans l'atelier pour que chacun puisse justement, comme le rappelait Christophe, assurer sa propre sécurité ainsi que du gel hydroalcoolique et des gants. Mais après les postes, peu de gens se passent des choses chez nous, donc c'est relativement facile, mais je trouve que l'exemple du photocopieur, c'est pas compliqué et ça peut vraiment être une action facile et très efficace. Sylvain, sur un chantier de seconde œuvre du bâtiment, comme fait ton entreprise, est-ce que tu imagines, est-ce que c'est facile d'imaginer de ne pas se prêter d'outils, d'avoir chacun les siens? Est-ce que c'est facile à faire ou est-ce que c'est un vrai casse-tête dans un chantier de seconde œuvre du bâtiment?
Alors, à première vue, c'est même impossible. C'est la première réflexion d'ailleurs que tous les gens du bâtiment se font, c'est de dire c'est impossible aujourd'hui de rouvrir nos chantiers parce que on se passe, voilà, on n'a pas du matériel électroportatif pour chaque compagnon. Souvent, il se passe les outils, il se passe les visseuses, les tournevis, etc. Désinfecter entre chaque passage, ça nous paraît impossible. La problématique aussi du déplacement du dépôt jusqu'au chantier. Aujourd'hui, c'est des camionnettes où il y a souvent 3, 4, 5 compagnons dedans. C'est compliqué d'imaginer que chacun prenne sa voiture. Maintenant, si ce confinement dure, et il va durer, il va falloir qu'on trouve des solutions. On va pas pouvoir rester fermé pendant encore 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Donc, avec nos fédérations, on travaille actuellement à mettre des process en place. Alors, c'est sûr que ça va être des process qui vont demander plus de temps sur les chantiers, qui vont demander d'adapter notre façon de travailler, mais je pense qu'on n'a pas le choix. Il va falloir qu'on trouve des solutions avec, comme le disait Christophe, des moyens de désinfection. Est-ce qu'on peut imaginer de spécialiser les tâches? Le tournevis, c'est pour machin, et son voisin n'a pas le droit de prendre le tournevis. Et donc, au lieu d'avoir des tâches un peu polyvalentes, on spécialise chacun avec chacun ses outils et pas de possibilité de le passer au voisin. Alors, je pense que dans certaines professions du bâtiment, oui. Dans la mienne, c'est très compliqué. C'est vraiment du travail en binôme, voire en trinôme. Je vois pas comment aujourd'hui quelqu'un pourrait utiliser que la visseuse, quelqu'un pourrait utiliser que le tournevis. Par contre, de travailler avec des systèmes de gants, de désinfection, de travailler en séquençage au lieu de dire voilà, on va faire par exemple tous les joints à silicone d'un coup, puis après toutes les postes des fenêtres, etc. C'est des choses qu'on peut envisager. Il va falloir mettre des procédures en place. Après, il y a aussi la problématique de dire si moi je respecte, je mets une charte en place dans mon entreprise, comment je peux m'assurer que les autres compagnons des autres sociétés qui travaillent sur le même chantier que moi mettent les mêmes chartes en place. Donc là, je pense qu'il y a aussi un rôle des conducteurs de travaux, des entreprises générales, des architectes, etc., qui devront surveiller ça pour être sûr que le virus ne passe pas d'une société à une autre société et de compagnon à compagnon. Il y a une question justement sur ce sujet. Dora, sur cette question de la sous-traitance, on est sur un chantier, plusieurs entreprises à travailler. On n'est pas sûr que les autres entreprises, ces sous-traitants, vont avoir les mêmes gestes barrières et le même niveau de sécurité que nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de faire en sorte que le niveau de sécurité soit le même pour tout le monde quand on cohabite sur un chantier? Alors, je pense que Sylvain a déjà donné des pistes en disant qu'effectivement, il y avait certainement une coordination à organiser. Après, effectivement, déjà en temps normal, quand on travaille à plusieurs sur un chantier, il y a des plans de prévention qui sont mis en place pour justement s'assurer qu'il y ait des mesures de prévention, que la coactivité soit organisée. Donc, en fait, là, ça fonctionne de la même façon. Si moi, en tant qu'employeur, je mets tout en place pour assurer et prévenir les risques pour mes salariés. Après, il faut aussi que je regarde que les personnes qui travaillent avec mes équipes respectent ces consignes. Après, on ne peut pas être responsable de tout non plus. Il faut que chacun soit responsable à son échelle et qu'il y ait de la sensibilisation. Mais on ne peut rien garantir, malheureusement. Mais effectivement, la solution, elle est dans la coordination et dans le fait de se surveiller, entre guillemets, les uns les autres pour s'assurer que si tu es trop près de moi, je n'ai pas peur de te dire recule s'il te plaît ou moi-même de reculer. Après, on est beaucoup, entre guillemets, dans le yaka faucon parce que dans la réalité, c'est quand même bien plus complexe que cela et dans l'action, c'est plus complexe. Mais effectivement, il faut s'assurer d'une part en amont qu'on a bien déployé l'ensemble des actions pour s'assurer que l'ensemble des mesures de prévention sont en place et ensuite dans l'action qu'on continue à s'astreindre à avoir cette surveillance sur soi et vis-à-vis des autres pour s'assurer que les gestes barrières soient respectés en supposant également qu'on ait tous les équipements de protection individuelle qui permettent d'assurer cette protection, ce qui aujourd'hui est un peu compliqué, notamment quand on voit la pénurie de masques. Alors justement, Christophe, parce qu'il y a des questions sur cette distanciation, sur la nécessité de travailler à distance les uns les autres. On a bien compris que les masques, pour le moment, c'était très compliqué d'en avoir et qu'on n'était pas très sûr de leur efficacité selon les masques qu'on a. Comment est-ce qu'on fait dans une entreprise pour respecter cette distance, on parle de cette distance magique de 1 mètre. Alors c'est assez facile quand on est sur son poste et qu'on arrive à s'éloigner les uns des autres, parce que dès qu'on est en position relativement fixe,
bah, on peut faire en sorte que les bureaux soient espacés de plus d'1 mètre. Mais j'imagine que dans une entreprise, il y a plein de moments, il y a plein de circonstances dans lesquelles c'est très difficile de maintenir ce mètre de séparation. Est-ce qu'il y a des moments clés ou des choses clés auxquelles un dirigeant doit penser dans cette question de la distanciation entre ses travailleurs? Bon, je pense que la distanciation, comme disait Dora, il faut pouvoir compter les uns sur les autres. Et au-delà de se surveiller, je dirais de se soutenir et de se protéger les uns les autres. Je pense qu'on n'est pas à se surveiller en tant que gardien de prison, quoi, ou gardien, mais de s'entraider. C'est pour ça que je reviens sur la notion de cohésion et la notion de groupe. Il faut bien faire passer le message dans une équipe qu'on ne se soutient les uns les autres, qu'on est ensemble dans le même combat ou dans la même action et qu'on doit se soutenir les uns les autres, comme les équipiers sur un bateau. Parce qu'on pourrait avoir exactement le sentiment inverse de se dire mon voisin est mon principal ennemi parce que c'est celui qui va être le vecteur de la maladie. Et on pourrait voir l'autre comme un danger et non pas comme un soutien. Tu dis que c'est l'inverse qu'il faut arriver à créer. Exactement, exactement. C'est à partir du moment où celui à qui on doit travailler devient le danger, c'est plus possible de travailler. Et c'est bien, il faut prendre conscience de cela à l'échelle du groupe et dans la relation interindividuelle, que l'on se soutient les uns les autres et que l'on se protège les uns les autres. Être fraternellement le protecteur de l'autre, en lui disant, tiens, là, attention, tu as oublié ceci. Gentiment, mais voilà. Et cet esprit de camaraderie, de confraternité dans le travail, me semble, moi, c'est fondamental. C'est là-dessus qu'il faut faire reposer les choses. Ensuite, pour ce qui est des distances, on peut imaginer de les représenter physiquement. Hein. Les marchés sont annulés, mais j'étais sur mon marché samedi, et bien ils mettaient des petites marques au sol, comme on voit dans les supermarchés parfois, pour faire respecter les distances. Il faut bien aussi relativiser les choses. Ce qui compte, c'est à la fois la distance et le temps qu'on va passer à une certaine distance. Voilà. Donc, si jamais ce n'est que bref, il n'y a pas de souci. Si ça veut dire que si je croise un collègue dans un couloir, très brièvement, vraiment on se croise, le risque est faible. La question, c'est pas de croiser quelqu'un à moins d'1 mètre, c'est de rester longtemps à une proximité de moins d'1 mètre. Très, très clairement, le virus n'a pas d'aile. On peut le regarder au microscope électronique, il n'a pas d'aile, il n'a pas de petits bras pour escalader les gens et leur monter sur les chaussures jusqu'à la bouche ou le nez. Donc, c'est pas comme ça que ça se passe. Soit, ce qu'on pense, c'est que pour l'essentiel, dans les ambiances où il n'y a pas de transmetteurs, de gens qui sont particulièrement malades et qui toussent en permanence, il n'y a pas dans l'atmosphère que l'on respire le virus. C'est comme dans la. Donc, et à partir du moment où on assure un minimum de ventilation dans les locaux, il n'y a aucun risque là-dessus. Donc, cette notion de croiser les gens, le risque, il n'y a pas de risque par rapport à ça. Le risque, il vient de quoi? Il vient soit des gouttelettes qui tombent assez vite, d'où la distance de 1 mètre quand quelqu'un a parlé ou quelqu'un a éventuellement toussé. Voilà, c'est une première chose. Et aussi, c'est ça, pour ce qui est de la distance, c'est ça. L'autre aspect, c'est les surfaces. Sachant que le virus, comme je disais tout à l'heure, ne va pas rester éternellement sur les surfaces. Donc, cette distanciation-là, c'est ça qui est important. Et plus c'est proche, plus c'est risqué, plus c'est fréquent, plus c'est risqué. Voilà, c'est ça qui est important à concevoir. Christophe, justement, on a une question qui revient beaucoup sur la question des transports. Alors, on a bien compris que si on est juste à côté de son collègue dans une voiture, il y a un vrai problème et que probablement il faut inventer une façon d'aller, par exemple, sur un chantier en prenant le véhicule de la société et quelqu'un qui prend son véhicule personnel et puis après on lui paye ses indemnités kilométriques, par exemple. Est-ce que si je suis dans un camion un peu plus important avec plus de sièges, est-ce que je peux imaginer d'être 2 dans le camion à plus d'1 mètre de distance et de faire 1 heure de route ensemble? Est-ce que c'est un problème ou pas d'être ensemble dans la même cabine quand bien même je suis à 1 mètre de distance? Pas forcément. Si vous ouvrez les fenêtres, par exemple, que le temps le permet, que vous avez des cabines de camions, quand je conduis des camions, on pouvait mettre facilement 1 mètre entre 2 personnes, d'un côté entre le conducteur et la fenêtre opposée. Donc, ça c'est possible d'avoir la distance. On peut imaginer qu'ils portent des masques pendant ce parcours-là. Mais faire attention, en réalité, que ce soit les gants ou les masques, ça peut être une fausse protection. Si jamais on ne sait pas l'enlever, on ne sait pas le mettre, on risque de se contaminer. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Je pense que la distanciation, c'est une chose. Le fait que chacun aussi ait responsabilité pour lui-même et pour les autres, si quelqu'un ne se sent pas bien, eh bien, il doit se retirer. Il ne faut pas qu'il vienne travailler. Il faut qu'il se protège par rapport aux autres. Et donc, qu'il soit absolument libre et serein en disant à son chef d'équipe ou à son patron, attention, là, je ne me sens pas bien, il faut que je me retire. Donc ça me semble assez fondamental aussi pour que les salariés sachent ça et ne viennent pas se présenter dans ces cas-là. Cependant, on sait que la transmission du virus peut commencer avant que les symptômes arrivent. Donc, il faut de toute façon assurer cette distance-là, même avec des gens qui se sentent bien. Mais tout après, une question de mesure et de risque relatif entre les différentes pratiques qu'on peut avoir.
Pour ce qui est des transports en commun, moi, la consigne que je donne, puisque j'ai pas mal de questions d'employeurs sur cette question-là, avec les employés qui prennent ça comme le passage en transport en commun comme étant assez risqué, je dirais qu'en région parisienne, actuellement, quand je vois comment ils sont chargés les bus ou les trams, en fait, les gens peuvent facilement, au sein du tram ou du bus, pour ceux que j'ai pu voir aux heures où je circule en vélo moi-même, c'est plus sûr, eh bien, on voit qu'ils peuvent respecter une certaine distance. La consigne que je donne, c'est vous vous lavez les mains en quittant chez vous, et dès que vous sortez de cette zone de transport en commun, vous vous lavez les mains. Ou quand vous arrivez dans l'entreprise, première chose à faire, à l'entrée de l'entreprise, mettre un poste pour se laver les mains. Donc, c'est vraiment là qu'il y a le souci, quoi. Après, porter un masque dans le transport en commun, je ne pense pas actuellement que ce soit nécessaire. Catherine, dans ton entreprise, sur cette question de la distanciation, est-ce qu'il y a des zones clés? Est-ce que tu as remarqué qu'il y avait des choses auxquelles il fallait penser? Et pas seulement, je suis à mon poste de travail, parce que ça, on comprend assez bien. Tu as dit que toi-même, tu avais une grande surface et que ce n'était pas très difficile d'espacer tes salariés. Est-ce qu'il y a d'autres moments clés dans les échanges, les déplacements dans une entreprise qui nécessitent de réfléchir à cette fameuse notion de 1 mètre entre des collaborateurs? Alors, oui, les déplacements, je suis pas vu la surface, les gens se s'évitent, voire font en sorte d'avoir le mètre, donc moi, j'ai pas le souci. Par contre, il y a des temps qui sont très importants et où d'ailleurs les salariés ont été force de proposition, c'est les temps, de pause et les temps, de repas. Parce qu'on a, une dizaine d'employés qui mangent dans le site et d'habitude, le réfectoire est pas suffisamment grand pour assurer, la sécurité. Donc ils ont proposé et c'est venu d'eux de déplacer, un des micro-ondes pour l'amener dans la salle de pause qui elle est dans l'atelier est très ouverte et ce qui fait qu'il y en a 3 qui restent dans le réfectoire et le reste qui vient, faire chauffer le micro-ondes est à peu pas à part et qui peuvent, effectivement s'écarter. On a, et puis pour ce qui est des pauses, comme, je le disais, on a la chance depuis le début du confinement d'avoir un temps magnifique ici. Donc les pauses se passent à l'extérieur. Les gens alors certains passent leur café, mais font très attention aussi au moment de prendre leur café. On a des gobelets, il y a le désinfectant à côté de la machine. Mais après, il s'espace et on voit très bien que, les gens ont eu le réflexe tout seuls, d'aller dans la cour. Mais moi, ce que je constate, c'est qu'effectivement, même s'il y a des peurs chez certains, d'ailleurs des peurs qui ne sont pas constantes, c'est-à-dire que je peux avoir quelqu'un qui me dise, là, voilà, comme je le citais tout à l'heure, je vais à l'abattoir ou tiens, je suis inquiet et 2 jours avant ou 2 jours après, c'est pas forcément le même et éventuellement la retrouver parce que, voilà, il y a aussi des moments qu'on vit, je pense chez soi où il se passe des choses qui font qu'on se sent moins à l'aise. Mais oui, non, je pense qu'il est important de faire attention dans ces moments-là, mais si et j'entends et à la fois Christophe et Dora quand ils parlent de cohésion, de vie sociale et cetera. Si vous supprimez ça et je pense que c'est la grosse difficulté des gens qui sont en confinement chez eux et en télétravail, c'est un peu ça, c'est cette, fin de vie sociale et on voit la nécessité quand même des gens, même s'ils s'espacent, de discuter, pour discuter. La pause reste quelque chose qu'ils ont envie de faire ensemble, même si eux, notre préco au départ, ça a été de leur dire: «Bah, vous allez chercher votre café, vous retournez à votre poste». Les gens ont plutôt eu envie de se dire: «Bah, on fait autrement, on prend nos distances, on se met dehors et comme ça, voilà, on est en sécurité». Sylvain, sur cette question de la distanciation sociale, alors tu n'as pas rouvert ton entreprise, mais tu y réfléchis. Est-ce que ce mètre de distance te paraît possible à mettre en place sur tes chantiers ou est-ce qu'il y a des moments clés dans un chantier dans lequel on ne peut pas imaginer que deux de tes salariés soient à plus d'1 mètre de distance? C'est une des principales raisons pour laquelle d'ailleurs je n'ai pas rouvert, hein. C'est que cette distance d'1 mètre sur les chantiers est très très compliquée à mettre en place. Ce que j'envisage à court terme, c'est de regarder les chantiers qui pourraient être réalisés tout seuls et donc de casser les binômes pour renvoyer une personne tout seul sur le chantier où là, elle pourra respecter plus facilement la distance de 1 mètre avec les autres compagnons puisque ils travaillent pas forcément sur la même pièce et avec les clients aussi puisque on fait du client particulier, donc il faut quand même respecter cette distance et il faut s'assurer de la sécurité sanitaire de nos clients. Par contre, sur une équipe de 2 ou une équipe de 3, aujourd'hui, c'est une des raisons pour laquelle j'ai pas rouvert, c'est que je sais pas comment faire.
Dora, on a entendu dans le témoignage de Catherine tout à l'heure cette question de mes salariés ont eu l'idée avec le micro-ondes de bouger le micro-ondes et compagnie. Est-ce que l'intelligence collective est quelque chose d'important dans ces moments-là? Est-ce qu'il faut réfléchir ensemble? Est-ce que c'est le dirigeant qui réfléchit tout seul ou est-ce que c'est au contraire extrêmement important de faire en sorte que l'ensemble du collectif de travail réfléchisse à la façon de respecter des distances et donc de travailler en santé, en sécurité tous ensemble? Je pense qu'au contraire, quand on peut réfléchir ensemble les solutions, c'est mieux et c'est en plus gage de réussite puisque ça va être plus facile en termes d'adhésion des collaborateurs. Et quand je parlais tout à l'heure de se surveiller, et je remercie Christophe d'avoir repris, l'idée, c'était pas de se surveiller effectivement au sens péjoratif du terme, mais simplement d'être attentifs les uns aux autres. Mais cette attention nécessite un effort. C'est pour ça que je parlais de se surveiller. Et du coup, effectivement, quand on est dans cet esprit collectif, collaboratif, bien évidemment, quand on regarde quelqu'un qui a une idée tout seul, si on demande aux gens de réfléchir ensemble, toutes les personnes du groupe n'auront pas la même idée, mais in fine, la solution qui sera trouvée par le groupe dans 80%, 90% des cas, sera meilleure que celle qui aura été trouvée individuellement par chaque personne. Et d'ailleurs, dans les écoles de management, il y a des exercices qui vont en ce sens. Et quand je parlais tout à l'heure, j'ai parlé de deux choses, j'ai parlé de sens et de mesures de prévention. Je pense que c'est important de réfléchir ces deux éléments-là, comment je redonne du sens et quelles mesures de prévention je mets en œuvre, et de le réfléchir, y compris avec le collectif. Parce que si je n'assure pas ces deux éléments, c'est-à-dire si je ne donne pas suffisamment de sens à mes salariés et si je ne déploie pas l'ensemble des mesures de prévention ou que, en tout cas, les collaborateurs ont le sentiment que tout n'est pas mis en œuvre pour assurer leur sécurité. En tant qu'employeur, je m'expose au risque d'un droit de retrait qui est en train de se mettre en place aussi dans de nombreuses entreprises aujourd'hui. Merci Dora. François, tu voulais réagir et puis après j'ai une question d'un internaute pour toi. François, Christophe. Bon, écoute, je vais Je juste dis François et qu'il n'y a pas de François, ça va être compliqué. Christophe, pardon. Merci. Je voudrais rebondir sur ce que disait Dora, là, c'est vraiment important. Je dirais que la crise que nous vivons actuellement peut aussi être une opportunité. Ça peut être une opportunité pour ressouder les équipes. Moi, je vois dans l'entreprise dans laquelle je suis, la CMS actuellement, une partie du personnel est restée à la maison. Et on fait du chômage partiel, ou en tout cas, voilà. Donc, et en réalité, spontanément, ils ont créé un groupe WhatsApp pour notre centre. Et ça crée du lien. Des choses qu'on ne vivait pas avant, grâce à cette épreuve, eh bien, ça resserre le lien. Pareil, nous, entre médecins, les relations se sont encore améliorées à cause de l'épreuve, à cause de la difficulté. Donc, je pense que cette dimension-là du groupe et de créer du lien avec des outils numériques comme WhatsApp ou d'autres, ça peut être utile. Ça, c'est une chose importante. Et se protéger les uns les autres, s'entraider, comme disait Dora, c'est vraiment ça qui me semble important dans la manière de trouver la solution. Et de trouver la solution. Les bases, vous les connaissez, la plupart des gens les connaissent. Si vous ne les savez pas, vous pouvez demander conseil à votre médecin du travail, à des collaborateurs, à des ergonomes dans les centres spécialisés. Mais il faut vous donner des règles générales. Ce qui compte, c'est que ce soit intériorisé par les équipes, par le personnel, par les chefs d'équipe, et qu'on trouve ensemble les choses. Et ça, c'est beaucoup plus efficace. Dans toutes les sociétés, dans tous les groupes, c'est comme ça que ça doit se passer. En tout cas, dans les groupes militaires, les commandos, c'est comme ça que ça se passe aussi. Ce n'est pas le chef qui décide tout seul. C'est en groupe qu'on trouve la meilleure solution. Christ, puisque c'est toi qui est à la caméra, Christophe, une question alors très pratique. Là, on n'est plus sur WhatsApp. Déménageur, je suis déménageur. Nous travaillons toujours en équipe chez nos clients, portons les cartons des clients et meubles à plusieurs. Nous nous croisons dans les couloirs ou escaliers à moins d'1 mètre. Comment pouvons-nous assurer la sécurité du personnel puisque les masques sont réservés au personnel de santé? Est-ce que dans le cadre d'un déménageur, est-ce qu'on peut imaginer de continuer l'activité ou est-ce que toi, médecin du travail, tu considères que dans ce cas-là, ça va vraiment être très compliqué? Alors, pour un déménageur, c'est une bonne question. Faut analyser un petit peu dans quelles conditions se passe le déménagement. Il y a plusieurs choses qui sont potentielles là-dedans. Le contact qu'on peut avoir avec les cartons, avec les objets à manipuler par les mains. Et donc, ça, simplement les règles de se laver les mains régulièrement au cours du déménagement, ça, c'est une manière qui va permettre de se protéger. Est-ce qu'on a besoin, quand on est déménageur, d'être en permanence le nez l'un contre l'autre? Parfois, oui, quand il va falloir déménager un piano, ce genre de choses, j'imagine. Ceci dit, dans ces cas-là, on peut peut-être aussi imaginer une manière de faire.
qu'elle soit rapide, ou en tout cas minimiser ce genre de période. Je pense qu'il faut vraiment analyser point par point, avec cette notion de temps passé proche ou pas, et cette notion de contact avec les supports ou avec les personnes. Merci pour ces précisions. Catherine, dans ton entreprise, on va passer. Il y a la théorie, on essaie d'imaginer des règles, on se dit tiens, on va organiser le travail de telle façon pour travailler en bonne santé les uns avec les autres. Est-ce qu'il y a un problème entre la théorie et la pratique? On se dit des choses et après, il faut les mettre en œuvre et les mettre en œuvre toute la journée. Il faut s'approprier des dispositifs auxquels on n'est pas forcément habitué. Comment tu as fait dans ton entreprise pour que les bons réflexes deviennent des habitudes pour tes salariés? Ben, comment j'ai fait? Je pense que c'est vraiment une prise de conscience et bien communiquer. Après, on a tous des réflexes. Je parlais tout à l'heure de, tiens, d'habitude, on a l'habitude d'attraper la souris de quelqu'un pour lui montrer quelque chose quand il nous pose une question. Effectivement, au début, ça vous arrive et là, hop, vous chopez le gel hydroalcoolique, le désinfectant, vous repassez tout. Et puis, une fois que vous l'avez fait et qu'en plus, les gens le voient, c'est aussi le côté exemplarité. Moi, je crois beaucoup en l'exemplarité. Il y a eu le côté, tout au début, des gestes simples, de pas plus se dire bonjour, plus serrer la main. Moi, tous les matins, je passe dans l'atelier et je serre la main à l'ensemble des salariés. Enfin, je serrais la main à l'ensemble des salariés. Et donc, changer ça. Donc ça, je pense, on a expliqué, on a dit qu'attention, maintenant, il fallait vraiment respecter dans le cadre. Et moi, j'insistais toujours en disant tout ce que vous faites ici, pensez à le faire aussi à l'extérieur, parce que je pense, et je crois que c'est Dora tout à l'heure qui disait que certains, effectivement, ne sont pas dans l'entreprise, mais quand ils sont à l'extérieur, ne respectent pas. Donc, moi, je leur disais à la fois pour eux, mais aussi pour ceux tous les autres qui étaient là avec eux dans les murs, que c'était de leur responsabilité de ne pas les rapporter, donc d'être aussi prudent. Et c'est vrai que rien qu'arriver le matin et faire le tour en restant à distance et en disant bonjour, bonjour Sylvie, bonjour Nathalie, bonjour, etc. Et en déambulant comme ça, je pense que ça a tout de suite montré un petit peu les choses. Et je crois que ce qui est assez étonnant d'ailleurs et assez paradoxal, parce que ici en Occitanie, il y a assez peu de cas et le virus n'est pas encore très présent par rapport à d'autres régions comme l'Alsace, etc. Et on sent quand même une vraie implication des gens et vraiment à faire attention. Alors, il y a vraiment eu un avant et un après. En tout cas, nous, dans l'entreprise, dès qu'on a dit attention, les gestes barrières, c'est quelque chose qu'il faut qu'on applique, etc. et qu'on l'a vraiment mis en place. Il y a eu des réflexes où je tends la main, puis hop, on la retire. Mais ça a duré une journée, 2 jours. Et maintenant, vraiment, tout le monde est ancré là-dessus. Et il n'y a pas eu plus que ça de difficulté. Peut-être que chacun, avec son exemple, et quand on voit quelqu'un reculer, on se dit, et c'est tout à l'heure Dora qui disait effectivement, pas forcément, même sans le dire, des fois rien que, hop, on recule et la personne se dit, ah oui, c'est vrai. Donc ça s'est bien mis en place naturellement comme ça, mais il faut effectivement, et moi, j'ai pas eu le cas dans l'entreprise, mais je sais qu'on discutait l'autre jour avec une JD qui, elle, a dû vraiment, alors qu'elle avait déjà donné les consignes, un lundi matin, réattraper l'ensemble, enfin attraper si on peut dire, mais refaire un point avec l'ensemble des entreprises, enfin des salariés, parce que dans son entreprise, certains continuaient à se serrer la main ou à s'embrasser. Et là, elle a juste dit, vous n'êtes pas responsable, et donc a dû repasser un message. Donc c'est pas si évident, et je pense qu'il y a un travail vraiment de communication et de rassurer et de garder ce côté. On est une équipe et on va arriver c'est ce que dit Christophe depuis le départ de Cohésion, et on va arriver à surmonter cette crise en étant tous ensemble et responsables tous ensemble. Merci Catherine. Dora, tu voulais réagir. Alors je précise, JD, ça veut dire jeune dirigeant, parce que c'est le langage des JD. Vous n'êtes pas tous du CJD devant Facebook, donc JD jeune dirigeant. N'hésitez pas à poser des questions, il nous reste une dizaine de minutes, donc on peut encore répondre à vos questions si vous en avez. Dora, sur cette question, tu voulais réagir. Oui, tout à fait. Alors, je pense qu'effectivement, l'exemplarité, c'est central, parce que des salariés sur un chantier et un patron en télétravail, forcément, ça risque de faire grincer des dents. Pardon. Ensuite, on parlait de bonnes habitudes, de mauvaises habitudes.
oui, il y a des habitudes, mais entre la théorie et la réalité, en ergonomie, nous, on parle plutôt de prescrit, ce qui est les règles, les procédures qui sont mises en place, et la réalité qui, elle, est confrontée aux aléas. Et du coup, c'est effectivement ce qu'on voit au quotidien dans le travail, et on va le voir aussi là dans ce contexte-là, c'est que en théorie et donc dans le prescrit, on dit aux gens il faut que vous gardiez un certain nombre une distance entre vous, il faut que vous arrêtiez de vous serrer la main, il faut que vous portiez des masques, etc. Et dans la réalité, des masques, on n'en a pas toujours. Les distances, oui, on les tient, mais si on est en train de poser une fenêtre et que la fenêtre tombe, ben, on ne va pas la laisser tomber sur le pied du collègue, donc on va aller l'aider, quitte à ne plus être à la bonne distance. Si je n'ai pas mon permis de conduire et qu'il y a un camion pour aller sur le chantier, eh ben, je vais monter dans le camion avec mon collègue. On peut ouvrir les fenêtres, mais je serai quand même dans le camion à moins d'1 mètre avec mon collègue. Donc, il y a toute cette difficulté-là à trouver un prescrit qui va être le plus adapté. Et souvent, quand il y a un gros écart entre le réel et le prescrit, c'est que le prescrit était trop inadapté à l'activité, et que du coup, en fait, l'activité ne peut pas être réalisée dans ce cadre-là. Et là, aujourd'hui, avec ces injonctions paradoxales qui sont données par la réglementation, on se retrouve dans ce cas-là où on est en train de chercher des solutions pour faire quelque chose qui n'est finalement peut-être pas réalisable avec certains métiers, c'est-à-dire de continuer à travailler en mettant en place des mesures barrières qui sont inadaptées à ces métiers-là. Parce qu'effectivement, sur un chantier, c'est compliqué de désinfecter tous les outils à chaque fois que je passe l'outil à quelqu'un. Quand on est en train de travailler, on est à son travail et on n'a pas toujours le réflexe d'aller chercher la lingette pour aller nettoyer le tournevis, etc. C'est quelque chose qui va demander beaucoup, beaucoup d'efforts, et on peut, je pense, légitimement se poser la question de est-ce que certains métiers peuvent être réalisés dans ces conditions-là, et si ce n'est pas le cas, comment on peut faire aujourd'hui? La question, elle est vraiment pas simple. Christophe, tu voulais réagir sur cette question du est-ce que tous les métiers sont accessibles ou pas? Comment on peut faire? Est-ce que ces gestes barrières sont accessibles, sont opportuns? Enfin, est-ce qu'on peut les mettre en place dans tous les métiers? Moi, je dirais que c'est. Donc, tout ce qu'a dit Dora, c'est parfaitement vrai, et c'est ça la difficulté du défi actuel. Et pour continuer là-dessus, je dirais que c'est aussi beaucoup une question à la fois de moyens disponibles et d'organisation entre nous, de nos relations, quoi. Le moyen, en fait, lorsqu'on a des soignants qui prennent en charge des patients hautement contagieux, là, c'est le SARS. Moi, j'ai des camarades, je suis intervenu parfois sur de l'Ebola. Je vous dis que c'est aussi très dangereux, encore plus dangereux que le Covid-19. On peut le faire du moment où on est organisé et équipé pour. Donc, la notion de moyens est fondamentale. L'autre notion aussi, c'est l'organisation qui va reposer sur les connaissances qu'on peut avoir et sur le métier qu'on peut avoir. Et donc, il doit y avoir une vraie réflexion sur comment les moyens disponibles peuvent être mis en œuvre pour rendre les choses possibles. Je dirais que n'importe quel métier pourrait être fait si on avait les moyens de le faire. Si on est capable de prendre en charge des patients hautement contagieux, on peut aussi poser une fenêtre. Mais s'il faut se mettre évidemment dans une combinaison complètement étanche, c'est difficile. Donc voilà, en fait, il y a cette balance-là entre l'organisation et les moyens. Eh bien, on doit pouvoir la trouver en fonction de l'analyse précise des gestes, ce qui était évoqué tout à l'heure sur les travaux de pose de fenêtre. Juste un dernier point. Pour que ça puisse fonctionner, l'autre aspect, c'est le côté humain, faire accepter les règles, tout ce qui est prescrit. Donner un ordre, c'est une chose, encore faut-il pouvoir donner des ordres ou des injonctions qui soient applicables. Dans l'armée, c'est ce qu'on apprend. On ne donne pas d'ordre, on n'est pas sûr qu'il puisse être exécuté. Et donc, pour notre société à nous, il faut pouvoir jouer sur d'autres choses, sur l'humour, d'une part, sur la bienveillance, et aussi sur une des valeurs centrales de notre République, c'est la fraternité. On parle de liberté, on parle d'égalité. La fraternité, en réalité, c'est ce qui fait le ciment. C'est ce qui nous permet de tenir. Et dans cette fraternité-là, eh bien, il faut pouvoir, ça veut dire aussi nous tenir compte les uns des autres, s'intéresser les uns aux autres. Et ça peut être un avantage de cette crise actuelle, c'est resserrer les liens entre nous. Donc, par exemple, à la mode JD, s'occuper de la météo des uns et des autres, la météo JD, c'est-à-dire en fait s'intéresser aux autres, comment vas-tu ce matin, eh bien, ça, c'est important aussi. Ça permet de faire du lien. Et donc là-dedans, je dis qu'il ne faut pas se contenter de penser, de dire des choses factuelles, la connaissance. Il faut aussi s'adresser au cœur et à la tripe.
Il faut s'intéresser aux autres et non pas simplement aux connaissances qu'on peut leur passer, mais aussi les accompagner par le cœur. Et d'ailleurs, la seule manière d'obtenir l'obéissance, c'est l'obéissance d'amitié. Ce n'est pas l'obéissance sur les ordres. C'est par amitié qu'on suit les autres. Voilà. Alors, merci pour ces précisions. Et on va revenir sur cette question de convivialité. On finira d'ailleurs sur le plaisir au travail, parce que c'est important. Dans 3-4 minutes, on en dira un mot. Sylvain, dans ton activité, comment est-ce que tu imagines de pouvoir faire en sorte que tes salariés s'approprient les bons gestes? Est-ce qu'il faut faire de la formation? Est-ce qu'il va falloir montrer les bons gestes, les bonnes pratiques? Comment tu imagines un retour au travail avec cette appropriation des bons gestes? C'est sûr que c'est des gestes nouveaux hein, pour les compagnons. Ils n'ont jamais fait ça. Ils n'ont pas l'habitude de désinfecter les outils. Ils n'ont pas l'habitude de rester à 1 mètre les uns des autres. C'est la convivialité dans le compagnonnage est vraiment présent. Donc ils sont souvent à se serrer la main, etc. Donc ça veut dire qu'il va falloir passer par une formation. Ça c'est évident. C'est quelque chose qu'il va falloir mettre en place dès d'ailleurs la réouverture de l'entreprise, c'est-à-dire rassembler tout le monde et déjà nous avoir travaillé les gestes pour pouvoir leur montrer comment le faire, le pratiquer avec eux quelquefois, et puis après le vérifier aussi, parce que ils partent le matin avec le camion. Si on passe pas sur les chantiers et vérifier que les gestes sont appliqués, et pas à travers une punition, mais plus à travers un geste de formation, c'est-à-dire non, c'est pas comme ça qu'il faut que tu fasses, je te montre, etc. On va être obligé de passer par là. Donc c'est vrai que j'ai lu dans une des questions qui disait ça va engendrer une perte de rentabilité pour l'entreprise. C'est évident. C'est évident que réouvrir dans les conditions qu'on veut mettre en place, on aura une perte de rentabilité pour l'entreprise, mais c'est comme ça et je pense que c'est nécessaire. La question allait plus loin, ils allaient jusqu'à est-ce que je demanderais à mes clients une rallonge en quelque sorte pour pouvoir retourner sur une rentabilité normale. Je pense que c'est des choses qu'on peut aborder avec nos clients. Après, est-ce que sur les chantiers déjà vendus, ça va être compliqué? Par contre, sur les chantiers futurs, on pourrait aborder cette problématique-là en disant voilà, aujourd'hui, on a des mesures barrières à mettre en place. Tout le monde en est conscient. Ça a un coût pour nous. Est-ce que vous êtes d'accord pour participer conjointement avec l'entreprise à ce coût supplémentaire? On a des réactions là sur Facebook d'une entreprise de travail en hauteur qui dit mais je vois absolument pas moi comment je peux respecter ces gestes, cette distance parce que le travail ne le permet pas. Il y a une autre remarque de quelqu'un qui dit mais est-ce qu'on a raison? Est-ce que c'est correct de penser que pour certains métiers on ne peut tout simplement pas mettre en place les mesures nécessaires et donc reprendre le travail? En vous écoutant, j'ai envie de dire visiblement que dans certains cas, oui, c'est très compliqué et voire peut-être que l'activité partielle, le chômage partiel est la seule solution dans des cas hyper spécifiques. Est-ce que c'est correct de penser que dans certains cas, non, on ne peut pas reprendre le travail? Je m'adresse aux médecins du travail. Alors, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Si les médecins au contact à quelques centimètres de leurs patients qui crachent, qui sont en train d'intuber, sont capables de travailler, je dis c'est d'abord une question de moyens et d'organisation. Et donc, il faut réfléchir aux choses et ne pas réfléchir tout seul. On a parlé de réfléchir avec ses équipes. On doit pouvoir aussi réfléchir avec des ergonomes, avec des médecins de travail pour penser très simplement les choses. Que ça nécessite de changer la manière de pratiquer, c'est évident. Mais on peut y arriver. Je ne suis pas certain qu'il y ait tant de métiers que cela qui soient impossibles à faire avec les moyens que l'on entend disposer actuellement. On parle de moyens genre masque. Je vois dans les messages qui sont dits, les gens disent la distance de 1 mètre ou de désinfecter systématiquement les outils entre soi. On n'a pas besoin forcément de désinfecter les outils quand on les passe de l'un à l'autre à partir du moment où on ne se gratte pas le nez, on ne va pas mettre les mains au visage. C'est ça le souci. Le virus ne traverse pas la main. Donc voilà, il faut bien comprendre. Et ensuite se dire, OK, une fois qu'on a fait ça, on fait bien attention. Une manière d'éviter qu'on se gratte le visage, c'est de se mettre une visière. Et je vois parfois des caissières avec une sorte de casque, avec une visière sur le visage. Ça empêche de mettre la main sur le visage. Donc, si on manipule les outils, qu'on a ça sur le nez, eh bien, on peut manipuler les outils même à main nue, sans se blesser, bien sûr, sans risque, et se les passer comme cela. Donc, vous voyez, une mesure assez simple, un équipement avec une visière, ça permet d'éviter de se mettre la main sur le visage. Vous voyez, on peut imaginer des mesures de ce sens-là, quoi. Et deuxième point, sur la distance d'1 mètre, c'est les distances d'1 mètre pour discuter longuement. C'est-à-dire plusieurs minutes. Si c'est que se croiser, etc., il n'y a pas de problème avec ça. Est-ce que ce masque dont tu parles, qui permet de ne pas se toucher le visage, est-ce que ce masque est aussi efficace pour éviter de s'envoyer des postillons l'un à l'autre? Est-ce qu'on peut estimer que c'est aussi une forme de masque, peut-être dégradé, mais de masque quand même?
Absolument, ça fait une barrière. C'est pas aussi efficace qu'un masque FFP2 qui est censé être étanche, mais qui est indiqué chez les soignants pour ceux qui vont travailler au plus près du patient, c'est-à-dire à quelques centimètres. Lorsque vous êtes à 1 mètre avec cette glissière-là, avec quelqu'un en face qui ne postillonne pas, qui ne crache pas, qui ne tousse pas, qui n'éternue pas, les risques sont extrêmement limités, quoi. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. En fait, il faut bien réfléchir à la notion de risque et à la fois l'aspect de distance et l'aspect de durée et de fréquence des choses. Alors, merci beaucoup. On arrive à la fin de cette conférence digitale parce qu'il est 9h30. Je voudrais juste vous entendre tous les quatre une dernière fois, très rapidement, sur une question qui est importante, c'est celle du bien-être, du plaisir au travail, de la convivialité. Chacun, ce que vous pourriez nous dire, un petit mot de quelque chose qu'on peut mettre en place pour faire en sorte que le travail reste aussi un moment de plaisir. Catherine, une idée, quelque chose, une réflexion sur ce bien-être, le plaisir au travail. Bah, je le disais tout à l'heure, je pense que garder la pause et pouvoir échanger, même dans un mode un peu différent de ce qu'on faisait, est indispensable parce que les gens ont besoin aussi de souffler, de sortir, même s'ils ont besoin du travail, à la fois pour se changer les idées, mais aussi se poser, avoir du lien social. Je pense que c'est fondamental pour l'équilibre de chacun. Et par exemple, maintenir le temps de pause, mais dans des conditions sanitaires maîtrisées est sûrement une bonne solution. Merci. Merci Catherine pour ta présence ce matin. Dora, une idée, une réflexion sur le bien-être au travail. Oui, alors on sait que le bien-être au travail et le collectif de travail en particulier sont des éléments qui sont protecteurs au travail en temps normal, et ils le sont d'autant plus dans ce contexte-là. Je pense qu'effectivement, comme le disait Catherine, il faut parvenir à garder ces moments de convivialité, voire s'autoriser encore plus de moments. Je ne sais plus qui parlait tout à l'heure d'humour, mais effectivement, l'humour et peut-être des moments un peu de décompensation sont des moments qui vont permettre aussi de faire face à ces angoisses par rapport aux craintes qu'on peut avoir. Et je pense qu'il faut aussi donner, alors c'est compliqué parce qu'on n'a pas de notion de durée à proprement parler, mais donner de la perspective sur ce qu'on pourrait ou ce qu'on pourra faire une fois que la vague sera passée. Merci beaucoup Dora et merci de ta présence ce matin. Christophe, Merci. Une réflexion sur ce bien-être, ce plaisir au travail. Alors je dirais que lorsqu'on prend soin les uns des autres et quand on sent que d'autres prennent soin de vous, de soi, ça c'est déjà une condition importante de son bien-être, que ce soit au travail, à la maison ou partout, même quand on croise quelqu'un dans la rue, avec un sourire. Et je pense que c'est ça qui est vraiment fondamental. En fait, paradoxalement, alors qu'on doit se distancer, cette crise va peut-être nous permettre de recréer du lien pour cela. Et pour répondre à la question combien de temps ça va durer, je dirais qu'il faut, bon, avec même les annonces gouvernementales actuelles, il faut quand même tabler sur 1 mois et demi, 2 mois, 45 jours, 6 à 8 semaines. Ça me semble être une bonne période si tout ce que l'on met en place en France actuellement fonctionne bien. Merci beaucoup Christophe. Sylvain, tu vas presque avoir le mot de la fin. Plaisir au travail. Alors pour toi, c'est un peu plaisir à la maison, mais plaisir au travail demain. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur ce sujet dans ce moment compliqué? Moi, je pense que quand je vais rouvrir, je vais essayer de dédramatiser vraiment la situation, parce que les gens aujourd'hui sont quand même un petit peu dramatisés par les médias. Je discutais avec un de mes salariés par téléphone hier qui me disait qu'il passait beaucoup de temps à aller regarder BFM, à écouter France Inter, France Info et tout. Et c'est vrai que ça fait peur quand on écoute ça tout le temps. Donc, je vais dédramatiser, et sûrement à travers cette formation qu'on va mettre en place pour les gestes barrières, c'est d'arriver à faire cette formation sous forme d'humour, sous forme de convivialité, en respectant bien sûr les 1 mètre. Et voilà, trouver une solution pour dédramatiser la situation et recréer du lien social pour eux, puisque c'est vrai qu'il y en a certains qui sont célibataires, qui n'ont vu personne depuis 10 jours. Et peut-être, si je trouve que dans une semaine, ils n'auront vu personne pendant 15 jours. Donc voilà, c'est très important de recréer du dialogue. Merci Sylvain. Je voudrais vous remercier tous les quatre très chaleureusement. Catherine Vampouille, Sylvain Genova, Christophe Rochier et Dora Candido pour votre présence ce matin. Je voudrais vous remercier évidemment vous tous qui nous avez écoutés ce matin. On se retrouve jeudi à 9h30, on parlera du travail à distance. Alors là, on ne sera pas du travail physique, on sera du travail. Comment est-ce que je gère mon entreprise à distance avec mes salariés quand ceux-ci sont en télétravail? Comment je m'y prends pour maintenir, pour organiser, pour manager mon entreprise à distance? C'est un sujet compliqué dont on parlera donc ce jeudi à 8h30. Et je vous invite, n'hésitez pas à nous proposer des idées de sujets
pour les semaines prochaines, parce que probablement que cette initiative va se maintenir dans les prochaines semaines, au moins le temps du confinement et peut-être après. Donc, si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez qu'on aborde, des questions, n'hésitez surtout pas sur les commentaires du Facebook à nous en faire part. Je vous remercie. Merci encore à tous les quatre. Et puis donc, on se retrouve jeudi à 8h30. Et d'ici là, portez tous vous bien. Merci beaucoup.